Mais cela ne l'a pas fait reculer. Yifu a conduit sa voiture de sport toute la nuit en direction du petit village, n'arrivant à destination qu'au petit matin. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment même où il posait le pied dans le village, d'innombrables regards s'étaient déjà braqués sur lui. Yifu s'arrêta, puis entra dans un restaurant où il remarqua sur une étagère exactement la même boule à neige que celle que son père lui avait offerte. De toute évidence, il était au bon endroit. À ce moment-là, un homme entra dans le restaurant et la femme partit précipitamment avec son enfant. L'atmosphère fut soudainement chargée d'un sentiment de danger. L'homme avait l'avantage physique. Alors Yifu attendit le bon moment et s'agrippa fermement à lui. La seconde suivante, le bras de l'homme fut tordu comme une corde. Ensuite, il se précipita pour ramasser le pistolet et tira 2 balles dans la poitrine, puis une dans la tête. Le restaurant était déjà encerclé par des tueurs. Yifu voulut tenter de s'échapper par le 2e étage, mais un serveur lui barra la route. Il semblait que la petite ville était infestée de tueurs. Yifu ne voulait pas blesser l'autre, alors elle tira pour le forcer à entrer dans la chambre froide, puis coinça la porte avec une poêle. Pendant ce temps, les tueurs étaient déjà entrés dans le restaurant. Yifu attacha un couteau à une arme à feu, créant ainsi une nouvelle arme sur le champ. De toute évidence, ces tueurs, malgré leur nombre impressionnant et apparemment illimité, n'étaient pas très compétents dans l'exécution de leur mission. Leur manque de professionnalisme et leur inefficacité étaient un manifeste, mais leur nombre inépuisable et la persistance de leurs attaques causaient tout de même pas mal de problèmes et de tracas considérables à Yifu, qui devait constamment faire face à cette menace omniprésente. Yifu quitta rapidement le restaurant, s'éloignant avec une célérité remarquable, mais ses mouvements étaient constamment et méticuleusement surveillés par l'organisation des tueurs, qui le traquait sans relâche, ne lui laissant aucun répit et aucune échappatoire. Le chef donna immédiatement l'ordre de placer la ville en état d'alerte. Au moment où l'alarme retentit à la radio, les habitants se précipitèrent chez eux et il ne restait plus que les tueurs aérés dehors. Yifu découvrit avec effroi que tous les habitants d'ici cherchaient par tous les moyens à le tuer. Il comprit enfin que toute la ville semblait être le quartier général de l'organisation des tueurs. Après tout, il est difficile de lutter seul contre une multitude, et tous les tueurs ne s'appellent pas John Wick. Yifu fut rapidement mis à terre par ses adversaires, qui saisirent l'occasion. Juste après, une femme nommée Lina s'approcha. Après avoir vérifié l'identité de Yifu grâce à son tatouage dans le dos, elle le reconnut. La scène changea. Yifu se réveilla lentement et découvrit qu'il était attaché à une chaise. Le chef pensait encore qu'il était venu pour sauver la fille de Daniel. D'après ce que l'autre lui révéla, Daniel était en réalité le propre fils du chef, mais il voulait quitter l'organisation et offrir à son enfant une vie normale. C'est pourquoi le chef avait dû choisir d'éliminer les siens. Ensuite, Yifu raconta ce qui s'était passé la nuit où son père avait été tué, il y a 12 ans. Des souvenirs enfouis refirent alors surface dans son esprit. Le chef se leva, puis s'approcha de Lina. Elle a dit que c'est parce que j'ai malheureusement tué son père quand elle était encore une toute petite enfant, ce qui a profondément marqué sa vie. C'est toi qui l'as voulu. Tu cherches vraiment les ennuis de ce temps. Tu le sais pertinemment. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement ? Yifu s'est précipité vers le toit, puis s'est caché dans une petite cabane, Lina la suivant de près. Peut-être à abattre le tueur qui menaçait Eve. Il s'avère qu'à l'époque, le père avait choisi d'abandonner Lina parce qu'elle avait été formée très tôt pour devenir tueuse et avait déjà du sang sur les mains. Ironie du sort, Eve a finalement suivi le même chemin. C'est alors que des tueurs à l'extérieur ont lancé plusieurs grenades dans la maison. Eve a rampé péniblement vers Lina sans se douter que, à peine réunies depuis moins de 10 minutes, les deux sœurs allaient déjà être séparées à jamais. À cet instant, la colère envahit totalement le cœur d'Eve. Elle saisit un katana, puis surgit tel un spectre hors de la fumée, semblable à une déesse de la mort, fauchant sans relâche la vie des tueurs. Ce n'est qu'après avoir subi de lourdes pertes que le chef se souvint d'appeler l'organisation Rome pour demander de l'aide. Les deux camps coexistaient pacifiquement depuis des siècles, et si cette affaire n'était pas bien gérée, une guerre sans merci pourrait éclater entre les deux grandes organisations de tueurs. La chef eut alors une idée de compromis. Elle allait trouver un tueur infaillible pour aller éliminer Eve. Le soir venu, un train entra lentement en gare du petit village. Avec l'arrivée de John Wick, les autres tueurs se firent silencieux comme des tombes, n'osant plus faire le moindre geste. Quant à Eve, elle ignorait encore quel genre de monstre elle allait affronter, mais peut-être voyait-elle déjà son propre reflet dans cet adversaire. John ne se précipita pas pour attaquer, mais tenta plutôt de la convaincre d'abandonner sa haine, lui assurant qu'il était encore temps de tout réparer. Mais Eve avait déjà pris sa décision. Je ne partirai pas, absolument pas d'ici.
Eve ne se rendait pas compte que, même si John lui laissait une mer d'opportunités, elle ne serait pas de taille. Mais, obstinée, elle ne comprenait pas qu'il fallait savoir s'arrêter à temps. Eve suppliait désespérément, espérant que l'autre lui accorderait la chance de venger son père de ses propres mains. Après avoir traversé 3 volets de poursuites effrénées, le cœur de John n'était plus aussi dur qu'avant. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Minuit. Si ce n'est pas encore fait, il est grand temps de le faire. Eve s'infiltra dans la tour de guet, élimina le garde, puis attacha une grenade à la tête de ce dernier. La puissante explosion attira l'attention de tout le monde. Le chef comprit que John avait abandonné la mission et ordonna alors à tous ses hommes de partir à la recherche de l'ennemi. Profitant du chaos, Eve se précipita vers l'arsenal de la base et neutralisa plusieurs gardes. Eve fit sauter la serrure de la porte et entra à l'intérieur. Très vite, une équipe de tueurs se précipita vers l'armurerie, mais soudain, une lueur de feu apparut devant eux, et une immense langue de flamme engloutit instantanément les ennemis. Mais il n'y avait pas qu'un seul lance-flamme. Les deux personnes s'affrontèrent avec passion dans cet espace exigu. Heureusement, Eve avait enfilé à l'avance une combinaison ignifugée. Après plusieurs échanges intenses et prolongés, Eve réussit enfin à repousser son adversaire. Mais des ennemis continuaient d'affluer sans cesse et de manière menaçante derrière elle. Eve comprit qu'elle n'était absolument pas de taille face à cet homme redoutable. Alors, profitant d'une ouverture opportune et inattendue, elle ramassa le lance-flamme et quitta rapidement le champ de bataille. Pendant ce temps, des tueurs la poursuivaient partout dans les rues. Le carburant du lance-flamme était également complètement et totalement épuisé. Mais à ce moment précis, une langue de feu brûlante et dévastatrice se dirigea soudainement et rapidement vers elle. Eve esquiva d'un mouvement rapide, agile et précis, et se réfugia précipitamment dans un magasin sombre et étroit. Mais elle savait pertinemment que rester ainsi, immobile et sans réagir, revenait inévitablement à attendre la mort certaine et inéluctable. En apercevant une bouche d'incendie accrochée au mur, elle eut soudain une idée. Le jet d'eau à haute pression forma une barrière qui parvint à stopper l'avancée des flammes. Eve, ses pas résonnant lourdement et avec une lenteur accablante, traînant ses pieds comme si chaque mouvement était une épreuve insurmontable, s'avança péniblement et avec une appréhension palpable vers la silhouette menaçante du tueur, dont la présence glaçante emplissait l'air d'une tension insoutenable. Chaque fibre de son être résistait à cette progression inéluctable, mais une force invisible la poussait inexorablement en avant, vers cet affrontement terrifiant. Eve comprit que c'était John qui l'avait aidé en secret, mais cela lui avait aussi attiré pas mal d'ennuis. Après tout, il était le combattant le plus redoutable de la série Chasse à toute vitesse. Tous ces tueurs qui avaient tant fait souffrir Eve n'étaient rien d'autre que de la chair à canon face à John. C'était un suicide, net et sans bavure. Allez, il n'a qu'une seule vie. De l'autre côté, le chef, ayant senti que quelque chose clochait, s'apprêtait à quitter la ville avec la jeune fille. Eve, déjà embusquée sur leur chemin, dégaina son arme pour porter secours. Très vite, la voiture perdit le contrôle et s'arrêta sur place. Mais l'adversaire ne montra pas la moindre peur et s'avança directement devant Eve. Il déclara que même s'il était éliminé, l'organisation continuerait d'exister et que le gang de Rome serait entraîné dans une guerre, la condamnant elle aussi à ne jamais échapper à son destin de tueuse. C'est ton destin, tu ne peux pas le changer. La seule personne contre qui tu luttes, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Non loin de là, John observait silencieusement toute la scène. Après un moment d'hésitation, il choisit finalement d'épargner Eve. De retour à l'hôtel Continental, Eve comptait s'y réfugier quelque temps, mais elle ne tarda pas à céder à l'ennui et se rendit au théâtre. En regardant les danseurs sur scène, elle se dit que c'était peut-être la vie qu'elle désirait vraiment. Mais soudain, le réseau des tueurs reçut une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Pendant ce temps, Eve reçoit un message. Quelqu'un a mis sa tête à prix pour 5 millions, voulant sa mort. Eve quitte silencieusement le théâtre. Mais pourra-t-elle, comme John Wick, résister à la vague incessante de tueurs à ses trousses ?